Et on va plus loin avec aujourd'hui à mes côtés Anne Niva, reporter indépendante. Bonjour Anne. Bonsoir. Face à vous Bruno Darou de la rédaction de France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Est-ce le début d'une vraie discussion de sortie de crise? Il est évidemment trop tôt pour le dire, mais les négociateurs russes sont arrivés à Istanbul pour y rencontrer demain leurs homologues ukrainiens. Un échange qui intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait plusieurs ouvertures sur le renoncement à l'OTAN, sur la neutralité et même sur la souveraineté du Donbass et de la Crimée. Écoutez. Je comprends qu'il est impossible de forcer complètement la Russie à quitter le territoire ukrainien. Cela conduirait à la Troisième Guerre mondiale. Je le comprends et c'est pourquoi je parle d'un compromis. Retournez là où tout a commencé et ensuite nous essaierons de résoudre le problème du Donbass, la question compliquée du Donbass. Concernant les garanties de sécurité, de neutralité et de statut non nucléaire de notre État, nous sommes prêts à y aller. C'est le point le plus important. C'était le point principal pour la Fédération de Russie, aussi loin que je me souvienne. Et si je me souviens bien, c'est pour ça qu'ils ont commencé la guerre. C'est un grand pas en avant que vient de faire Zelensky, Anne. Je crois que c'est important parce qu'il ne cesse quand même de tendre la main. Et là, ce qui est notable, c'est qu'il parle en russe. Alors évidemment, Volodymyr Zelensky parle couramment le russe. Il parle comme énormément d'ukrainien. Mais quand il s'adresse, quand il veut faire passer un message, et là, ce que vous venez de passer, c'était pour des journalistes russes. Il a donné une interview à 4 journalistes russes, dont un d'un grand quotidien de Moscou qui s'appelle Kommersant. Mais qui n'a pas été publié parce que les autorités russes ont refusé, ont interdit que ça soit publié. Mais les autres journalistes russes, en dehors de la Russie, l'ont publié. Et donc, il voulait dire ces choses-là. Et la première chose, moi j'ai entendu cet extrait un tout petit peu avant ce que vous avez diffusé, il dit que son premier but, c'est de minimiser les pertes. Son deuxième but, c'est que la guerre dure le moins longtemps possible. Et son troisième but, c'est que effectivement, comme une marée qui est montée, qui est sortie de son lit, là, elle redescendrait jusque dans le Donbass. Et là, on pourrait discuter. C'est quand même fort de dire ça. Donc là, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas être entendu par les négociateurs demain à Istanbul. On aurait tort pour discuter, autant, discuter. On aurait tort, Bruno, pour autant de négliger ces fameuses garanties de sécurité que ne cesse de réclamer Volodymyr Zelensky pour contrepartie à ses concessions. Oui, c'est là que ça se complique un peu, parce qu'en fait, dès qu'on entre dans le détail de ce qu'il faut mettre derrière ce terme de neutralité, en fait, chacune des deux parties a des exigences qui, pour le moment, ont quand même un peu de mal à se rejoindre, parce que, effectivement, Volodymyr Zelensky, il est dans une attitude de proposition, d'essayer de faire bouger les choses sur le plan diplomatique, de rappeler aux Russes que, voilà, officiellement, il a bien compris que leur objectif, c'était que l'Ukraine reste neutre, donc il donne un peu des gages comme ça, mais après, quand même aussi, il explique que l'intégrité et la souveraineté de l'Ukraine doivent être respectées, même si effectivement il lâche un peu sur le Donbass, sans entrer dans les détails quand même. Il n'y a pas de détails pour le moment. Une fois que ce sera calmé, voilà, on va discuter, on verra à ce moment-là. Et évidemment, côté russe, on n'a pas dit d'abord qu'on acceptait cette proposition de Volodymyr Zelensky. On va bien voir ce qui se passe demain à Istanbul, mais on insiste sur le fait que la Russie veut des garanties écrites sur le fait que jamais l'Ukraine ne rejoindra l'OTAN, et aussi sur la dénucléarisation de l'Ukraine. Enfin, qui est un fait depuis 1991. Dénucléarisation, c'est pas un très bon terme d'ailleurs. Le fait qu'elle n'accédera jamais au nucléaire militaire, puisqu'on le sait, il y a 17 centrales nucléaires civiles en Ukraine. Donc vous voyez que quand on rentre dans le détail, on n'y est pas encore. On peut se demander. Alors on voit bien l'objectif de Zelensky, qui est de négocier, de proposer des sujets de négociation, notamment qui était au cœur de la justification russe pour envahir l'Ukraine. Côté russe, on s'interroge un peu plus. Est-ce que c'est simplement des négociations, non pas vraiment pour aboutir à quelque chose, mais pour gagner du temps, en attendant peut-être que l'armée russe prépare la phase d'après? En tout cas, la question se pose. Une main tendue qui intervient en tout cas au moment où la Russie semble avoir intérêt à la saisir, Anne, non ? Ça, c'est vous qui le dites, Si Raphaël. l'on en juge sur les difficultés, l'enlisement et finalement la réorientation vers le Donbass des seuls objectifs stratégiques aujourd'hui. D'après ce que les autorités russes ont dit, effectivement, ce week-end, il y aurait une réaffectation des troupes plutôt vers ce qui peut nous apparaître à nous, vu de loin sur la carte, comme un retrait. Évidemment, c'est pas comme ça que les Russes le voient, c'est pas comme ça qu'ils vont nous l'expliquer, que leur propagande va l'expliquer. Mais tout ce que l'on entend aujourd'hui, on l'entend de la part de Volodymyr
Volodymyr Zelensky. Ça, c'est très important. Du côté russe, on n'a absolument pas l'équivalent. Il n'y a pas de symétrie. On n'a pas Vladimir Poutine qui est là en train de nous faire des vidéos pour nous dire ce qu'il veut, etc. Donc, c'est beaucoup moins clair. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde se mettra à négocier à un certain moment. Mais peut-être ce moment n'est encore pas arrivé. Pourquoi ? Parce que Poutine n'a pas encore assez gagné pour envisager un arrêt complet des opérations. C'est comme ça, et pour être en force, pour pouvoir négocier. Et de l'autre côté, Volodymyr Zelensky n'aurait pas assez perdu pour dire on arrête tout et on négocie. Donc on est dans cet entre-deux, mais de part et d'autre, y compris du côté diplomatique, Emmanuel Macron l'a redit, l'a répété, la désescalade, le souci de ne jamais fermer la porte à cette négociation, au dialogue avec Vladimir Poutine, ce qui tranche quand même avec ce qui a été dit par Joe Biden ce week-end, cette phrase qui lui aurait échappé. Eh oui, Joe Biden qualifiant Poutine de boucher, jugeant qu'il ne pouvait pas rester au pouvoir. Sont-elles nécessaires pour isoler davantage Moscou, Bruno, ou bien au contraire risquent-elles d'empêcher toute forme de négociation ? Il y a plusieurs hypothèses possibles. Soit on estime que Joe Biden est un président un peu âgé, fatigué, qu'il a fait une gaffe, mais en même temps, le terme boucher est très violent. Il faut se rappeler qu'il l'avait déjà traité de meurtrier il y a quelques mois pendant la campagne électorale. Alors, pardon, si je puis me permettre, Boucher, c'était pas pendant son discours. Boucher, c'est quand il avait été voir des réfugiés ukrainiennes dans le stade en Pologne. Donc, il était vraiment pris par l'émotion. Oui, mais c'est il y a quelques jours, en fait. Oui, tout à fait. Oui. Mais je ne crois pas qu'il aurait dit ça dans le discours. Ah, dans le discours, oui. À froid. Voilà, à froid, oui, il répondait, voilà. Oui. Donc la question c'est, est-ce que c'était prémédité ou est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est une gaffe ? Il y a certaines analyses qui expliquent, parce qu'ensuite Anthony Blinken a dû un peu rétro-pédaler, parce qu'il y a eu aussi la phrase sur le changement de régime, en quelque sorte, où il a dit, cet homme-là, il l'a dit pendant son discours, cet homme-là ne peut pas rester en place. Ça peut être aussi un jeu de rôle, si vous voulez, parce que certains spécialistes estiment en fait que Vladimir Poutine, en fait, il ne respecte que la force et que en fait et puis Joe Biden c'est le dirigeant du plus grand pays donc le fait qu'il le traite de cette manière-là, finalement, Poutine, ça n'impressionne pas vraiment, et il respecte plutôt ceux qui ont un langage extrêmement ferme. Certains disent que par exemple ce que fait Emmanuel Macron pour Poutine, c'est pas vraiment sérieux, en fait. Ça lui permet de gagner un peu de temps à Poutine, mais enfin il le respecte pas vraiment. Il respecte ce langage de la force et répartition des rôles, parce que lui, Anthony Blinken, ensuite adoucit un peu les angles, parce que c'est le chef de la diplomatie, et il dit non, le changement de régime n'est pas dans nos objectifs, mais enfin le message est passé, y compris vis-à-vis de Vladimir Poutine. Ça sert quels objectifs d'inquiéter Vladimir Poutine ? Parce que c'est ça, visiblement, que cherche à faire Joe Biden. Je ne suis pas sûr que ça soit ça. Je crois que Joe Biden exprime là son dégoût, sa perplexité par rapport à ce qu'est cette attaque depuis le 24 février. Je crois qu'il est vraiment là-dedans. Il n'y a pas de calcul pour vous dans ce discours. Je crois qu'il y a un calcul. Mais... Peut-être, mais en tout cas, on a aussi côté russe ce binôme avec... Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui, on s'en souvient la semaine dernière, justement, même si c'est vrai que Poutine ne respecte sans doute pas vraiment Emmanuel Macron et ses efforts diplomatiques, mais Lavrov avait nommé Emmanuel Macron, et ça avait vraiment surpris tout le monde en disant que, heureusement qu'Emmanuel Macron était là pour, justement, faire ce qu'il était en train de faire. Donc, des deux côtés, de toute façon, il y a un jeu de langage pour gagner du temps, et en attendant que, quand même, sur le terrain, militairement, les choses bougent. Alors que, et c'est ça qui va déterminer finalement les négociations, c'est est-ce que cette histoire, est-ce que ça sera tout ça pour ça ? C'est-à-dire toutes ces quand même dizaines de milliers de morts aujourd'hui, avec des milliers de morts militaires, plus que civils sans doute. Moi j'ai couvert des guerres dans lesquelles il y avait beaucoup plus de morts civiles. Là on est dans une guerre où il y a énormément de morts militaires. De morts russes. Militaires côté ukrainien peu, et énormément côté russe. Donc ça il faut le souligner. Est-ce que ça sera suffisant pour que Vladimir Poutine retourne vers les limites avant le 24 février qui sont à l'intérieur du Donbass et qu'on puisse discuter? Je n'ai pas la réponse. Moi, je reste quand même sur l'idée du calcul, parce que je pense que dans les cercles américains, quand même, ils pensent qu'en fait, le fond de la motivation de Vladimir Poutine, c'est la préservation de son pouvoir à lui, de son système politique à lui. Donc, lui envoyer un message en lui disant qu'il pourrait ne pas rester au pouvoir, ça peut peut-être le déstabiliser et l'amener, ça peut être ça le calcul,
à négocier. Parce qu'en fait, il faut se rappeler quand même qu'à chaque fois qu'il y a eu comme ça des crises extérieures, en 2008, en 2014 et maintenant, il y avait aussi des motivations de politique intérieure pour Vladimir Poutine, soit parce qu'il traversait des difficultés, soit parce qu'il organisait sa succession avec Medvedev, soit parce que là, il était en chute dans les sondages. Donc, il y a quand même, il ne faut jamais oublier que pour Vladimir Poutine, l'essentiel quand même, c'est de préserver son pouvoir à lui et de préserver le système politique tel qu'il est, et qu'il ne devienne surtout pas un système démocratique. Oui, mais je ne crois pas qu'une chute de Vladimir Poutine serait due à une action du côté américain. Je pense qu'un changement de régime à Moscou, c'est peut-être ce que souhaitent oui, j'ai pas dit que ça suffisait, hein, mais ça sera lent, ça sera long, et ça sera une affaire de trahison humaine, comme depuis les débuts de l'histoire de l'humanité. Au sommet de l'appareil, c'est ce que vous nous dites. Autre préoccupation des Américains, renforcer les liens entre Israël et une partie du monde arabe, lié sous Donald Trump, du nom des accords d'Abraham, des accords toujours bien vivants si l'on en croit le chef de la diplomatie américaine sous l'actuelle administration démocrate, Anthony Blinken, en tournée dans la région, assisté à un sommet du Negev, l'occasion pour lui de rappeler l'importance d'une solution à deux États. Écoutez. Les États-Unis ont et vont continuer à soutenir avec force ce processus qui transforme la région et au-delà. Mais dans le même temps, nous devons être clairs sur le fait que ces accords de paix régionaux ne doivent pas se substituer au progrès entre les Israéliens et les Palestiniens. Nous avons notamment discuté de comment les pays engagés dans les accords d'Abraham et la normalisation, ainsi que ceux qui ont des relations diplomatiques de longue date avec Israël, peuvent soutenir l'autorité palestinienne et les Palestiniens de manière concrète et avoir un impact positif sur la vie des Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Alors c'est la grande différence, Bruno, par rapport à l'accord scellé sous Donald Trump. Il ne se fera pas sur le dos ou en oubliant les Palestiniens. En tout cas, c'est ce que dit Anthony Blinken. Oui, alors d'abord quand même, ce qu'il faut dire, c'est que de fait, là, l'administration Biden est en train de valider ce qui a été fait par Donald Trump, ce qui a été une des principales actions quand même de Donald Trump, cette espèce de remodelage ou de début de remodelage des rapports de force au Proche-Orient. Là, c'est quand même, avec le déplacement d'Anthony Blinken, c'est totalement validé. Donc c'est la première chose. Effectivement, ensuite, il ménage un peu la chèvre et le chou. Donc Anthony Blinken est également allé à Ramallah voir l'autorité palestinienne. Mais franchement, y compris dans la déclaration qu'on a entendue là, vous voyez qu'on parle de moyens d'améliorer. En fait, c'est ça. Maintenant, on en est là un peu pour les Palestiniens, les moyens d'améliorer la vie quotidienne des Palestiniens. Mais il n'y a plus du tout d'objectif politique, c'est-à-dire sur la création réellement d'un État palestinien. Donc disons que par rapport à l'administration Trump, l'administration Biden reste plus classique d'un point de vue diplomatique et plus poli, mais sur le contenu, moi je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. C'est votre avis, Anne ? Oui, il n'y a pas grand-chose, sauf que quand même, il y a le problème de ce qui se passe avec les accords en Iran, sur l'Iran, sur le nucléaire iranien. Ah oui, je parlais des Palestiniens avec les Palestiniens. Oui, tout à fait. Mais et là, il y a quand même une impression de la part de ceux qui participaient au sommet aujourd'hui, qui sont des alliés des États-Unis, qu'une relance de cet accord serait comme un abandon, finalement. Donc, on voit bien que les États-Unis, aujourd'hui, leur priorité, ça n'est plus, justement, le Moyen-Orient, le Proche-Orient. C'est même pas énormément non plus cette guerre qui nous préoccupe, nous, en Europe. Ils l'ont dit à mots couverts, et Emmanuel Macron, une fois de plus, l'a dit. Nous, on est beaucoup plus proche de la Russie, donc on est beaucoup plus préoccupés. Donc du coup, ça change, ça modifie complètement la politique étrangère des États-Unis. Ça, je crois que c'est ce qu'il faut noter. Alors c'est intéressant que Anthony Blinken ait été là aujourd'hui, mais il y a une angoisse de la part des représentants. C'est une présence en trompe-l'œil, vous trouvez, la présence d'Anthony Blinken. En trompe-l'œil, tout à fait. L'Iran, on pensait qu'un accord était apporté. En même temps, ce que permet les accords d'Abraham, ça permet aux États-Unis quand même d'être un peu le parrain, ce qu'ils ont été, de cette drôle d'alliance au départ entre Israël et ces pays arabes, notamment les Émirats arabes unis. Mais plus au point de sacrifier le nucléaire iranien. L'accord sur un accord sur le nucléaire iranien. Se prémunir contre les velléités expansionnistes de l'Iran, ce qui est l'angoisse de ces pays régionaux. Oui, et attention, il y a quand même les rebelles houtistes au Yémen qui sont soutenus par l'Iran et eux qui sont en train d'attaquer l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Et là, franchement, les Américains ne sont pas vraiment là pour les défendre. Donc c'est compliqué, c'est ambigu. Merci Anne, merci également à vous. Bruno, on va plus loin, on se retrouve dans moins de 3 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct.